L'aube du 1er octobre 2025 s'est levée comme toutes les autres à l'ONU à New York, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Au cœur de l'Assemblée, une scène inhabituelle se préparait. Ibrahim Traoré, le jeune président militaire du Burkina Faso, monta sur le podium, vêtu de son uniforme militaire vert olive, nom de l'habit traditionnel des diplomates. Il n'avait pas besoin de mots pour imposer sa présence, une présence pleine de défis. L'Afrique, pour la première fois depuis des... Le ton était donné. Traoré n'était pas là pour une simple déclaration diplomatique. Son discours n'était pas une demande d'aide, mais un rejet clair de l'ordre établi. L'Afrique, selon lui, n'avait rien à prouver à l'Occident, qui pendant des décennies avait justifié la domination sous le couvert de l'aide et du développement. Vous nous devez la vérité, lança-t-il d'un ton ferme, balayant l'étiquette de politesse habituelle qui enveloppe les échanges internationaux. Il rappela sans détour que l'Afrique n'était pas une entité à sauver, mais une terre d'indépendance et de dignité. Ce n'était pas une simple accusation, c'était une réclamation pour la justice, pour le respect de l'humanité de ses peuples. Chaque mot prononcé à ce moment précis frappait comme un défi lancé aux puissances économiques et politiques qui imposaient leurs conditions. L'Afrique ne voulait plus être une victime de la mondialisation économique, mais une entité souveraine qui se définissait selon ses propres termes. En tournant le regard vers l'Assemblée, Traoré marquait son engagement. L'Afrique était prête à défendre son honneur, peu importe les sacrifices à venir. Ce moment marqua un tournant dans l'histoire des Nations Unies. Traoré, sans détour, dévoila un tableau accablant de l'histoire économique de l'Afrique. Il n'était pas là pour jouer le jeu des graphes et des graphes et des statistiques. Ses paroles, simples mais puissantes, décryptaient l'essence de la domination économique imposée par l'Occident. À travers son discours, il fit le parallèle entre les emprunts africains et l'exploitation des ressources naturelles. « On vous a vendu nos ressources comme si elles n'avaient aucune valeur », déclara-t-il, tout en citant les exemples de pays comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, où les intérêts de la dette dépassaient les budgets consacrés à l'éducation et à la santé. Mais ce qui frappait le plus, c'était son audace. Il comparait la situation de l'Afrique à celle de l'Occident, rappelant que des pays comme la France, endettés à hauteur de plus de 3 trillions d'euros, donnaient des leçons de gestion fiscale tout en vivant dans une spirale de dette. Il n'hésita pas à exposer les conditions imposées par le FMI. Privatisation forcée, réduction des dépenses publiques pour faire face à une dette insoutenable et une extraction systématique des ressources africaines. « Vous nous avez dit qu'il s'agissait de réformes, mais ce n'était que du vol », répéta-t-il, soulignant la violence économique exercée sur les populations africaines. En se concentrant sur l'impact humain de ces politiques, il fit comprendre que chaque chiffre évoqué était une vie brisée. Loin d'être une simple confrontation économique, ces mots étaient une tentative de redonner de la dignité à un continent longtemps dominé et exploité. L'Afrique, selon Traoré, ne demandait pas de charité, mais de justice. Ibrahim Traoré n'était pas seulement un président militaire, mais un symbole de résistance pour une génération d'Africains fatigués de subir. Dans un monde où les dirigeants africains étaient souvent perçus comme des marionnettes sous influence étrangère, Traoré s'est imposé comme un homme de conviction et de principe. Son discours n'était pas qu'un message politique, mais un cri de ralliement pour les Africains qui avaient perdu l'espoir de voir leurs dirigeants défendre leurs intérêts. Sa posture, ferme et sans compromis, offrait un contraste frappant avec la diplomatie polie à laquelle l'ONU avait habitué ses membres. Traoré ne portait pas un costume luxueux, mais un uniforme militaire usé, comme pour souligner qu'il était un homme du peuple, enraciné dans les réalités du continent. Ses paroles eurent un effet immédiat sur l'Assemblée. Si certains observateurs eurent du mal à croire ce qu'ils entendaient, d'autres, en particulier les délégués africains, étaient touchés au cœur. L'applaudissement timide, puis croissant, des délégués des pays du Sahel fut un moment clé, traduisant une solidarité rare dans ce type d'environnement. Ce n'était pas seulement un homme politique qui parlait, mais un porte-parole d'une Afrique unie dans sa souffrance et dans son désir de liberté. Traoré fit comprendre que cette unité, longtemps réprimée, venait de retrouver sa voix. Ce fut un acte de défi, mais aussi un acte de courage, de montrer que l'Afrique avait un avenir qu'elle pouvait façonner seule, sans l'aide imposée de l'extérieur. Le discours de Traoré
n'était que le début d'une série d'événements on allait secouer les fondements de la diplomatie mondiale. À l'ONU, l'atmosphère était électrique après ces premières paroles. Les délégués se regardaient, nerveux et incertains, ne sachant comment réagir face à une attaque aussi frontale contre le système économique mondial. Mais dès que Traoré prit la parole, l'Afrique s'ouvrit enfin un espace pour se faire entendre. Le président du Burkina Faso ne se contenta pas de dénoncer la situation. Il en détailla les causes et les conséquences, rendant l'injustice encore plus palpable. Il rappela que pendant des décennies, les pays africains avaient été contraints à emprunter pour se développer, mais que, loin de les faire prospérer, ces prêts avaient asphyxié leurs économies. Le FMI et la Banque mondiale, loin de jouer le rôle de partenaires, étaient devenus des instruments de domination, imposant des politiques néfastes. Mais ce qui rendit son discours encore plus percutant fut sa manière de dévoiler les incohérences du système. Traoré n'hésita pas à pointer du doigt l'hypocrisie des puissances occidentales, en citant le cas de la France. Un pays endetté à plus de 3 trillions d'euros, qui donnait des leçons de responsabilité financière à des nations déjà exsangues par les politiques du FMI. Vous nous demandez de suivre vos règles, mais vous-même, vous avez violé les vôtres, lança-t-il. Il établit une comparaison cinglante entre les pratiques économiques des anciennes puissances coloniales et celles qu'elles imposaient aux pays africains. L'humiliation était palpable, la salle se taisait, les caméras prenaient chaque instant, chaque mouvement, le choc était total. Traoré ne s'arrêta pas à une simple critique. Son discours était une révélation. L'Afrique ne vivait pas sous une malédiction économique, mais sous un régime imposé, un système de néocolonialisme déguisé. Il nomma les 7 crimes du FMI contre l'Afrique, exposant les pays victimes de privatisations forcées, de dévaluations monétaires dévastatrices et d'atteintes directes aux services publics essentiels tels que l'éducation et la santé. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, des exemples évidents, n'étaient pas des cas isolés, mais des témoignages d'une politique systématique de destruction des économies africaines. L'impact immédiat fut immense. En l'espace de quelques minutes, Traoré parvint à renverser le discours dominant. Son audace fit sensation. Loin de la peur des répercussions internationales, il offrait une vision de rébellion, une invitation à l'Afrique à se relever, à s'émanciper des chaînes invisibles mais très réelles qui la maintenaient dans une dépendance quasi éternelle. La salle s'agitait. Les délégués africains se levèrent d'abord timidement, puis en masse, applaudissant en signe de solidarité. La scène qui suivit fut une illustration du poids des mots de Traoré. L'Assemblée, habituellement composée de diplomates au sourire mesuré et aux mains tendues, se retrouvait à applaudir un leader qui venait de briser les tabous politiques et économiques. Pour certains, ce fut un moment de renaissance, pour d'autres, le début d'une tempête qui n'allait pas se calmer de sitôt. Le contraste était saisissant. Les délégués occidentaux semblaient figés, les visages sans expression, comme incapables de réagir à cette attaque directe. La suite de la session se déroula sans grande discussion, chaque délégué semblant encore sous le choc de ce qu'il venait de vivre. Mais ce moment allait marquer un tournant, pas seulement pour les relations internationales, mais pour la manière dont l'Afrique se verrait elle-même dans l'avenir. Traoré n'était pas seulement un président, il était devenu un porte-voix d'une génération qui avait décidé de ne plus être passive. Lorsque Traoré parla, il ne se contenta pas de dénoncer des injustices abstraites. Il offrit des preuves tangibles et des données qui rendaient son discours encore plus percutant. Chaque exemple qu'il évoquait n'était pas un simple récit, mais un fait implacable, soutenu par des chiffres et des réalités économiques. Il commença par le cas du Ghana, un pays qui, autrefois considéré comme un modèle de développement en Afrique de l'Ouest, se retrouvait aujourd'hui dans une situation désastreuse. En 2022, le Ghana emprunta 3 milliards de dollars au FMI pour financer ses projets de développement. Cependant, 2 ans plus tard, au lieu d'avoir vu ses conditions de vie s'améliorer, la population ghanéenne voyait ses conditions de vie se détériorer. Le pays devait désormais consacrer une part importante de son budget à payer les intérêts sur cette dette,
au détriment de secteurs cruciaux comme l'éducation et la santé. Ce miracle économique ne fait que transformer l'or en cendres, déclara Traoré, illustrant parfaitement la spirale infernale des emprunts et des réformes imposées par les institutions internationales. Il ne s'arrêta pas là. Il aborda ensuite la question de l'exploitation des ressources naturelles en Afrique, une pratique systématique imposée par les politiques néocoloniales. Traoré rappela que son propre pays, le Burkina Faso, était riche en ressources naturelles, notamment l'or. Pourtant, au lieu de voir ses richesses profiter à sa population, le pays était contraint d'exporter l'or brut, sans valeur ajoutée, vers les pays occidentaux qui le raffinaient et en tiraient une grande partie des bénéfices. Nous vous avons fourni l'or et vous nous avez donné des chaînes, lança-t-il avec une force rare. Les chiffres étaient accablants. Selon le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, la majorité des pays africains exportent leurs matières premières sous forme brute, perdant ainsi la valeur ajoutée qu'une industrie locale pourrait générer. Traoré fit une comparaison frappante avec l'exploitation minière en Afrique du Sud, où l'industrie minière est entièrement dominée par des entreprises multinationales. Là encore, les Africains ne récoltaient que des miettes. Il souligna également les effets dévastateurs des politiques de privatisation. En Côte d'Ivoire, la privatisation des secteurs clés comme l'électricité et les télécommunications n'a fait qu'enrichir les investisseurs étrangers, tout en laissant la population dans l'obscurité, tant au niveau des services que de l'accès aux infrastructures essentielles. On vous a dit qu'il s'agissait de réformes. Ce que nous avons vu, c'est du vol, répéta-t-il, martelant cette vérité avec une clarté déconcertante. Enfin, Traoré aborda la question des ajustements structurels imposés par les institutions internationales. Le FMI, tout en imposant des réformes d'austérité, a non seulement exacerbé la pauvreté, mais aussi fragilisé les systèmes de santé et d'éducation dans de nombreux pays. Vous avez coupé nos budgets et nous avez appelés à être responsables, mais vous avez laissé nos enfants mourir de malnutrition pendant que vous placiez vos capitaux dans vos banques, s'indigna-t-il. Ces déclarations étaient étayées par des données réelles, des rapports d'organisations internationales et des témoignages d'analystes africains qui ne laissaient aucune place au doute sur l'impact destructeur de ces politiques. Le discours de Traoré ne se contenta pas de dénoncer les injustices. Il apporta également une confrontation d'idées. Face aux accusations des pays occidentaux concernant les défis économiques de l'Afrique, il présenta des arguments opposés qui ne pouvaient être ignorés. D'un côté, il y avait la position de ceux qui soutiennent que les prêts du FMI sont nécessaires pour eux et pour le développement de l'Afrique, qu'ils sont une forme d'assistance, de réforme nécessaire pour moderniser les économies africaines et les inscrire dans la mondialisation. Selon cette perspective, la dette et les réformes imposées par les institutions financières mondiales sont des catalyseurs pour accélérer la croissance et la stabilité en équilibrant les budgets des pays endettés tout en attirant des investissements étrangers. De l'autre côté, Ibrahim Traoré propose une vision radicalement différente. Pour lui, ces réformes étaient en réalité des chaînes déguisées en opportunités. Ce que l'Occident qualifiait de réforme n'était qu'une manière subtile d'imposer la domination économique tout en privant les pays africains de leurs ressources naturelles et humaines. La véritable question, selon lui, n'était pas de savoir si l'Afrique avait besoin de ces prêts, mais pourquoi ces prêts étaient-ils accompagnés de conditions aussi dévastatrices? Pourquoi, après des décennies de coopération économique, l'Afrique ne voyait-elle jamais les bénéfices de ces réformes? Pourquoi les pays comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, au lieu de prospérer, se retrouvaient-ils avec des dettes écrasantes et des sociétés fragmentées par des inégalités grandissantes? Traoré fit une comparaison frappante entre les politiques d'austérité imposées à ces pays et celles appliquées dans le passé à des nations européennes comme la Grèce ou l'Espagne, qui ont connu des crises économiques similaires, mais avec des soutiens beaucoup plus conséquents de leurs partenaires européens. Il souligna que les nations africaines n'avaient pas le luxe d'une telle aide, mais étaient plutôt soumises à une austérité renforcée, dont les effets étaient amplifiés par la corruption et la mauvaise gestion des fonds.
Ainsi, la question de la pauvreté ne résidait pas dans le manque de ressources, mais dans l'absence de pouvoir souverain pour en disposer. Le raisonnement de Traoré, bien qu'audacieux, mettait en lumière une vérité trop souvent ignorée. L'Afrique ne se trouvait pas face à une absence de solution, mais à une restriction imposée de ses propres options économiques. Si l'Afrique voulait réellement se libérer du cycle de la dette, elle devait remettre en question les fondements du système financier mondial sans crainte des représailles. Ibrahim Traoré a renversé l'équilibre, titreraient plus tard les journaux. À mi-parcours de son discours, le président burkinabé déclara une vérité frappante. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'honneur. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Pour la première fois, un dirigeant africain s'adressait aux grandes puissances économiques non pas comme un demandeur d'aide, mais comme un accusateur déterminé. L'Afrique, aux yeux de Traoré, ne devait plus demander de l'aide, elle exigeait le respect. Cette déclaration marqua un tournant dans l'histoire de la diplomatie mondiale. Il défia la Convention en remplaçant les termes traditionnels de la coopération internationale par ceux de la dignité et de l'autodétermination. Vous avez toujours dit que l'Afrique devait se moderniser à travers des prêts et des réformes, continua-t-il, mais vous avez en fait utilisé ces mécanismes pour maintenir l'Afrique dans un état de dépendance. Ces mots déstabilisaient les fondations mêmes du discours dominé par les institutions financières mondiales. En cette fraction de temps, il incita un renouveau de réflexion. L'Afrique ne se limitait pas à sa pauvreté apparente, elle incarnait une résistance puissante contre une domination mondiale injuste. Les répercussions du discours de Traoré ne se firent pas attendre. À l'ONU, l'atmosphère changea immédiatement. Au sein de la salle, les délégués africains, qui étaient restés silencieux pendant des années de soumission, commencèrent à se lever, applaudir et faire entendre leur soutien. Ce n'était pas une simple réaction émotionnelle, c'était la manifestation d'une solidarité profonde et historique. L'impact de ce moment s'étendit bien au-delà de New York, résonnant dans les rues de Ouagadougou, dans les marchés de Bamako et même dans les salons de discussion des jeunes universitaires en Afrique subsaharienne. Les conséquences politiques et économiques étaient palpables. En l'espace de quelques jours, les gouvernements africains commencèrent à remettre en question leurs relations avec les institutions financières internationales. Le FMI et la Banque mondiale se retrouvèrent sous une pression jamais vue auparavant. Non seulement les dirigeants africains, mais aussi les populations, se levaient pour revendiquer leur souveraineté économique. Ce n'était plus une question d'aide, mais de dignité et de contrôle sur leurs ressources. Dans les semaines qui suivirent, des manifestations éclatèrent à travers l'Afrique. Des étudiants, des travailleurs et des agriculteurs, tous unis par la même cause, se rassemblèrent pour exiger la fin de l'exploitation des ressources naturelles solaris et de l'Afrique sans bénéfice réel pour ses peuples. Les réseaux sociaux devinrent un terrain de lutte où des vidéos du discours de Traoré se multipliaient, inspirant des millions de personnes à redéfinir leurs relations avec l'Occident. Les pays africains, un par un, commencèrent à revoir les conditions des prêts et des accords commerciaux. Le Ghana, par exemple, annonça qu'il redirigerait ses ressources vers des projets nationaux au lieu de les envoyer vers les coffres des institutions internationales. Le président du Mali, après un discours similaire, annonça qu'il ne se conformerait plus aux règles de privatisation imposées par les prêteurs étrangers. En Guinée, une initiative de solidarité régionale fut lancée pour promouvoir le financement des projets de développement sans passer par les canaux traditionnels des prêts internationaux. L'impact se fit aussi sentir au-delà du continent. Dans les capitales européennes, les responsables politiques se trouvaient dans une position inconfortable. La France, qui avait toujours joué un rôle de principal prêteur en Afrique, commença à revoir sa politique envers les pays du Sahel, bien que cela fût plus une question d'image que de changement réel. En revanche, les pays émergents comme la Chine, la Russie et l'Inde commencèrent à offrir une alternative. De nouveaux partenariats furent forgés,
basés non plus sur la charité mais sur des échanges économiques les mutuellement bénéfiques. Ces nations émergentes se montraient prêtes à soutenir l'Afrique dans sa quête de dignité et d'autosuffisance, sans les conditions oppressantes du passé. Les gouvernements européens, conscients des répercussions possibles sur leurs investissements, commencèrent à resserrer leurs liens avec les pays africains pour éviter un afflux de coopération alternative. La crainte était grande. Et si l'Afrique réussissait à se détacher du joug financier occidental? Si l'Afrique arrivait à s'organiser de manière indépendante, cela changerait non seulement la dynamique économique mondiale, mais également la structure du pouvoir mondial dans son ensemble. À l'échelle mondiale, ce qui semblait au départ comme un discours isolé d'un président africain s'était rapidement transformé en un catalyseur d'une nouvelle ère de relations internationales. L'Afrique n'était plus perçue uniquement comme un réservoir de ressources naturelles, mais comme un acteur géopolitique, en mesure de redéfinir les règles du jeu économique mondial. À court terme, les pays africains se retrouvaient face à trois scénarios distincts, chacun avec ses propres implications économiques et géopolitiques. Le premier scénario, et probablement le plus optimiste, était celui où l'Afrique parvenait à diversifier ses partenariats internationaux tout en consolidant ses propres ressources internes. L'impact immédiat de l'initiative de Traoré pourrait être une poussée significative d'investissements provenant des pays non occidentaux. La Chine, la Russie et l'Inde pourraient par exemple redoubler d'efforts pour soutenir les projets d'infrastructures à travers des partenariats sans conditions contraignantes. Les pays africains commenceraient à se détacher du FMI et des banques mondiales et à renforcer leurs propres capacités économiques à travers des initiatives comme l'African Sovereignty Fund. Ce scénario pourrait non seulement apporter une indépendance accrue, mais aussi renforcer la stabilité de la région à long terme, réduisant la dépendance à l'égard de l'aide extérieure. Le deuxième scénario est les plus mitigés. Une coopération avec des puissances émergentes pourrait offrir une alternative, mais la transition ne serait pas facile. Bien que les pays africains réussissent à diversifier leurs sources de financement et à remettre en question les pratiques des anciennes puissances coloniales, cette transition pourrait s'accompagner d'une résistance considérable de la part des institutions occidentales. Les sanctions économiques, les hausses des taux d'intérêt et la lenteur des investissements dans certaines régions pourraient freiner cette progression. De plus, de nombreux pays africains n'ont pas encore les infrastructures nécessaires pour se libérer totalement du modèle économique dominé par l'Occident. Ce scénario pourrait entraîner une période de turbulence économique, où les gains d'indépendance seraient contrebalancés par des tensions internes et des pressions externes. Le troisième scénario, plus sombre, est celui où la résistance des pays occidentaux s'intensifie. Si l'Afrique ne parvient pas à créer un modèle de financement autonome et que les puissances occidentales durcissent leurs sanctions économiques, le continent pourrait se retrouver dans une situation de crise prolongée. Les délais dans les paiements d'aide, la diminution des investissements étrangers et l'isolement commercial pourraient entraîner une hausse de la pauvreté, une inflation galopante et des tensions politiques internes. Si cette option devenait réalité, les conséquences seraient dramatiques non seulement pour les pays les plus fragiles, mais aussi pour l'ensemble de la stabilité régionale, avec une propagation des conflits internes, comme on l'a déjà vu dans des pays comme le Mali ou le Soudan du Sud. Ce discours, bien qu'ayant eu un impact immédiat sur la scène internationale, n'a pas seulement résonné à l'échelle des gouvernements ou des institutions économiques mondiales. Il a trouvé écho dans le cœur des citoyens africains. Dans des villes comme Ouagadougou, Bamako et Abidjan, les répercussions ont été ressenties non pas comme un événement politique lointain, mais comme un changement tangible dans la façon dont les Africains percevaient leur propre avenir. Le message de Traoré a insufflé une nouvelle fierté et un nouvel espoir parmi ceux qui se sont longtemps sentis invisibles ou impuissants face aux dynamiques mondiales. Pour la première fois depuis des générations, l'Afrique se redécouvrait non comme un destinataire passif d'aide, mais comme un acteur déterminé de son propre destin. Les jeunes, particulièrement influencés par cette vision radicale de l'indépendance, ont commencé à organiser des débats, à discuter des nouvelles orientations économiques
et sociale pour le continent. Les réseaux sociaux, désormais outils de résistance, ont amplifié ce discours. Les hashtags We Owe Nothing et Dignity Over Debt ont commencé à circuler à une vitesse vertigineuse, mettant en lumière la solidarité grandissante entre les peuples africains. À travers des vidéos, des poèmes et des chants, le message de Traoré s'est propagé non seulement dans les grandes capitales africaines, mais aussi parmi les diasporas. Les voix des Africains, longtemps étouffées, prenaient désormais place sur la scène internationale. Que ce soit dans les rues ou dans les universités, un véritable mouvement de renouvellement de la pensée africaine prenait forme. L'élévation de la voix de l'Afrique n'était plus une question de politique, mais de dignité. Ce discours, bien que centré sur une confrontation avec les institutions financières internationales, avait surtout pour but de rappeler à l'Afrique sa propre valeur et son pouvoir. Dans les mois qui suivirent, les répercussions du discours de Traoré ne se limitèrent pas à une simple prise de position. Elles se transformèrent en une véritable feuille de route pour un avenir autonome pour l'Afrique. Le premier pas vers cette autonomie fut la création de l'African Sovereignty Fund, un fonds commun qui regroupait les ressources naturelles, les réserves d'or et les investissements de la diaspora. Ce fonds permettait aux pays africains de financer leurs projets sans recourir aux prêts imposés par les grandes institutions financières. Grâce à ce fonds, de nombreux projets d'infrastructures vitaux, comme la construction de routes et de centrales énergétiques, ont vu le jour à travers le continent. Le deuxième élément clé du plan de Traoré était de renforcer les partenariats intra-africains. En renforçant l'African Continental Free Trade Area, AFCFTA, les pays africains ont cherché à stimuler le commerce régional, réduisant ainsi leur dépendance aux échanges avec les puissances extérieures. Ce plan visait à développer une économie locale dynamique, favorisant les industries internes, du textile à l'agriculture, et en limitant la fuite des capitaux vers l'extérieur. Ce mouvement vers l'intégration régionale a permis une solidarité accrue entre les nations africaines, créant une plateforme où chaque pays soutenait les autres pour renforcer la souveraineté collective. Enfin, un autre volet crucial était l'éducation et la formation. Traoré et son gouvernement ont mis en place des programmes pour développer les compétences locales, en particulier dans les secteurs de la technologie et de l'ingénierie. Ces initiatives avaient pour but de préparer la nouvelle génération d'Africains à prendre les rênes du développement économique sans dépendre de la bienveillance des puissances étrangères. Les solutions proposées par Traoré n'étaient pas simplement des réponses aux défis économiques et immédiats, mais une vision à long terme pour créer un modèle de développement africain totalement autonome, fondé sur la dignité, l'unité et l'indépendance. L'impact du discours de Ibrahim Traoré allait bien au-delà des murs de l'ONU. En un instant, il avait allumé une flamme d'espoir et de fierté dans les cœurs des Africains. Son appel à la dignité résonnait dans chaque village, chaque ville, chaque capitale du continent. Ce qu'il avait commencé en tant qu'individu devant une assemblée mondiale était devenu un mouvement massif. Il avait transformé la souffrance en puissance et l'humiliation en appel à l'unité. La jeunesse africaine, souvent laissée dans l'ombre des grandes décisions mondiales, se levait désormais pour revendiquer sa place dans le monde. Ibrahim Traoré ne s'était pas contenté de briser un protocole diplomatique, il avait brisé un cycle de dépendance et d'injustice qui avait duré trop longtemps. Ces mots ne furent pas seulement une condamnation des pratiques économiques internationales, mais un appel à la reconstruction de l'Afrique à partir de ses racines. « Nous ne demandons pas à être libres, nous avons déjà choisi de l'être », disait-il souvent. Aujourd'hui, cette liberté n'était plus une promesse lointaine, mais une réalité en construction, portée par l'énergie collective d'un continent prêt à réécrire son histoire. L'Afrique, au-delà de l'économie, était en train de redéfinir sa place dans le monde. Et cela ne faisait que commencer. Aujourd'hui, le monde regarde l'Afrique d'une manière qu'il n'a pas faite depuis des décennies. Ibrahim Traoré a ouvert une porte vers un avenir de souveraineté, de dignité et d'indépendance. Le chemin qu'il a tracé ne sera pas facile, mais il est nécessaire. L'Afrique doit continuer à bâtir sur ce discours historique, en unissant ses forces pour faire face aux défis qui l'attendent. Mais cela ne se fera pas sans l'engagement de chaque citoyen, de chaque leader
et de chaque communauté. L'Afrique a la capacité de se relever, de se reconstruire et de redéfinir sa place sur la scène mondiale. À vous, les jeunes d'Afrique, les intellectuels, les entrepreneurs, les travailleurs, c'est à vous maintenant de saisir cette opportunité. Ce n'est pas simplement un appel politique ou économique, mais un appel à un changement culturel, à un changement de mentalité. Le monde ne vous donnera pas la liberté, vous devez la prendre. Et cela commence aujourd'hui. Comme Ibrahim Traoré l'a si brillamment démontré, l'Afrique ne doit rien à personne, mais elle peut offrir au monde une vision de liberté et de dignité. Nous avons le pouvoir de changer notre destin, ensemble.